à la gare de Lyon-Brotteaux. Et il y a eu un triage qui a été fait, parce que bon, c'est pourquoi ces gens-là, ils ont été chassés par les Allemands. Puis bon, il y avait aussi des communistes, alors notamment les communistes, on les a mis, par exemple, ça c'est une famille communiste qui a été placée dans un camp. Hein. Mais c'est les autorités françaises qui ont fait un tri de certaines populations qu'ils ont estimées comme bon, un peu délicates. Donc les ont mis dans des camps. Ils ont fait Rivesaltes. Ça a servi après de camp, notamment pour les Juifs. Et ceux qui ont débarqué donc à la gare de Lyon-Brotteaux, ils ont été placés au palais de la Foire. Hein. Alors ils allaient vers ce palais de la Foire, soit à pied, ou quand ils avaient la chance, ils prenaient du travail. Le palais de la Foire, c'est un ensemble de bâtiments où il y avait des foires commerciales. Ce n'était pas du tout prévu pour accueillir du monde, quoique ça avait déjà servi pour les réfugiés. Et c'était un ensemble de box, hein, où les gens ont vécu dans la promiscuité. Là. Souvent, il y avait plusieurs familles, ils avaient des paillasses, hein, ils se débrouillaient, ils étaient déjà contents, ils étaient en France. Quoi. Et puis ils ont souvent attendu de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Et on les a répartis dans les départements rhodaniens et puis autour, comme dans les Alpes, la Savoie, l'Ain, dans ces départements-là. Mais ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a eu des fois, il y a des gens qui ont pu sortir relativement vite, et il y a des gens qui sont restés plusieurs mois dans ce palais de la Foire. Voilà, des box. Voilà. Ça, c'est une photo d'avant-guerre. Hein. Cette commerciale dans le palais de la Foire, il y avait donc là de box. Ça, c'est plusieurs familles et de Moyave qui étaient donc dans un box et ils faisaient des séparations avec du linge hein, pour avoir un peu de confort, d'intimité entre les familles. Alors, comme je l'ai dit, donc, voilà le voyage qu'ils ont fait, hein, le passage à l'embarcation, et les premiers ont été répartis dans ces départements ici autour de l'île. Ils n'ont pas été beaucoup plus loin. Alors ces expulsions, cette deuxième vague, elle a duré jusqu'au 18 septembre 1940. Alors il y en a eu à peu près 27 000 comme ça qu'on est venu chercher dans 10 000 Messins. On est venu vraiment chercher pour des raisons, parce qu'on les a considérés comme bien germanisés. Alors, juste pour terminer, c'est pas un hasard aussi si ça se termine le 18 septembre 1940. 3 jours après, il y a notre Burkel, le Leiter, Burkel qui rentre à Metz. Et lui, il n'a pas voulu être associé à cette première vague d'expulsion. Il dit voilà, il a donné le travail aux autres, c'est moi, il venait là en conquérant, il fallait quand même qu'il ait une image positive, et donc on a arrêté cette deuxième vague d'expulsion 3 jours avant qu'il rentre dans Metz. Mais Burkel, il avait dans ses valises un plan de colonisation des régions francophones, essentiellement rurales. Donc là, ça vous concerne, hein. Le Saulnois, ça correspondait exactement à ces critères-là. Mais là, ça ne s'est pas fait exactement de la même façon que pendant l'été 1940. Déjà, les expulsions ont été annoncées. On a annoncé qu'on allait expulser des gens. Ça s'est su déjà fin octobre, la décision a été prise fin octobre. Et là, il y a eu des tractations même avec le gouvernement de Pétain, d'autant plus qu'il venait Pétain venait de serrer la main d'Hitler à Montoire, donc le 24 octobre, et on ne comprenait pas que là, on allait expulser des gens vers la zone sud. Donc il y a eu des tractations. Burkel, il avait l'objectif d'expulser encore 100 000 personnes. Et on a réduit le nombre. Il y a eu des commissions de triage, c'est-à-dire que comme ça a été annoncé, il y a eu des commissions de triage qui sont venues dans les villages. C'est-à-dire qu'il y avait un administratif ou un politique allemand qui venait et il y avait des réunions dans une salle commune
souvent c'était le chef de famille qui venait, et là on demandait aux gens quelle était la nationalité. Donc les gens, la majorité du temps, ils ne répondaient pas français, ils répondaient lorrain. Quelle langue vous parlez à la maison? Donc là, il répondait français. Pas forcément lorrain, parce qu'il y avait du patron lorrain, on en a parlé tout à l'heure. Et on leur disait, oh là, on va vous expulser, est-ce que vous voulez aller vers la France ou la Bolognie? Donc c'est en Pologne, hein. Évidemment, les gens choisissaient la France. Hein. Et ça a tardé. Donc il y a eu ça, ces commissions-là, bon, ça ne s'est pas toujours fait très bien, parce qu'il y a eu des histoires dans certaines commissions. Hein, puis bon, mais les gens ont su qu'ils allaient être expulsés. Et puis en plus, ils savaient que c'était souvent pratiquement tout le village. Donc, et puis ça, comme ça a tardé, on a pu se préparer. C'est-à-dire que quand on va se préparer, c'est-à-dire, par exemple, on essayait de sauvegarder des biens. Alors, vous n'êtes pas trop loin de la frontière, il y en a qui allaient mettre leur vélo de l'autre côté de la frontière, quoi, je veux dire en Meurthe-et-Moselle. Des choses comme ça. Et puis là, vous avez par exemple le plan d'une ferme à Fèves, près de Metz. C'est extraordinaire ce plan, j'adore. Parce que tous les points noirs, en fait, ça représente des caches. Alors, il cachait ses outils, cachait ses statues et cachait son schnapps. Ce qui fait que nous, par exemple, à Ascomo, vous avez pu voir ceux qui sont venus, il y a une bouteille de schnapps qui date de cette époque-là, qui a été retrouvée dans un village, je ne sais plus quoi, dans le secteur de Rémy, et la personne, quand elle est revenue d'expulsion, elle a retrouvé son schnapps. Et elle avait encore là, jusqu'en 2000, là, son schnapps, cette bouteille-là chez elle, et maintenant elle est dans une vitrine. Là. Il n'y a plus beaucoup de schnapps. Ça n'a pas été. On a aussi, par exemple, à Ascomo, mais vous le verrez demain si vous allez à l'exposition, parce que je l'ai mis dans la vitrine, les gens, comme on avait le droit de prendre qu'une certaine quantité d'argent, on planquait de l'argent. Donc il y a eu plein de caches. Bon, la cache la plus connue, c'était les doublures de manteau. Alors on faisait des billets dans des doublures de manteau. Aussi à Ascomo, bon là je ne l'ai pas mis parce qu'il faudrait voir par transparence, on a un billet qui est extraordinaire parce que moi je m'amuse quand, il a peut-être pas fait hier, mais quand il y a des visiteurs, je m'amuse avec les visiteurs en demandant ce qu'il a de particulier ce billet-là. Et en fait, il y a une série de petits trous très alignés. Et ce sont des traces de couture. Donc, il faisait partie d'une liasse de billets qui a été cousu dans une doublure. Et là, vous voyez une bouteille, elle a un double fond. Donc, ça permettait de cacher des billets. On a aussi, par exemple, à Ascomo, une ceinture avec une entaille. Donc, les gens avaient fait une entaille pour pouvoir cacher l'argent. Mais ça peut être fait parce que les gens savaient qu'ils allaient être expulsés. Ce qui n'a pas pu être fait pendant l'été 40. Alors, on a expulsé, bon, comme je vous ai dit, l'objectif c'était de coloniser la Moselle par des colons sarrois et palatins. C'est-à-dire que l'objectif c'était plus facile de germaniser la Moselle en emmenant des Allemands et en les brassant à la population. C'était ça. Et puis quand là il y avait des gens qui ne parlaient que le français, allez hop à la porte. Donc évidemment, là où on était francophone, c'est ici essentiellement dans le Saulnois. Donc proportionnellement à la population, peut-être pas forcément en nombre, mais proportionnellement à la population, c'est dans le Saulnois où il y a eu le plus d'expulsions. Il y a eu des villages, pas tant que ça, mais il y a eu des villages entiers qui ont été expulsés. Mais majoritairement, c'était plus de 70% de la population. C'est-à-dire que les Allemands ont gardé quand même quelques personnes, ce qui a posé des problèmes en 1945, notamment des cheminots, des fonctionnaires, un ou deux agriculteurs, parce qu'il fallait traire les vaches. Et donc, ils en ont laissé quelques-uns comme ça. Et puis, bon, chez nous, par exemple, dans les vallées usinières, on avait besoin des ouvriers parce qu'il fallait faire marcher les usines pour l'effort de guerre. Donc, on a expulsé, par exemple, 400 à Volanges. Sur une population de 7000 habitants, c'est beaucoup 400, mais proportionnellement à la population, c'est pas tant que ça. Parce que on avait besoin des ouvriers. Donc c'était vraiment la population rurale et francophone, ça a été surtout ça, qui a été visé. Pour les remplacer par des Hitlers, par des colons. Ça c'était vraiment l'objectif de Goekel. D'ailleurs,
il y avait eu même une polémique entre Bürkel et la SS. La SS, elle a reproché à Bürkel de laisser partir des gens qu'elle considérait comme de sang allemand. Elle dit, vous vous rendez compte, vous allez bonifier le sang français avec du sang allemand. Vous laissez partir du sang allemand. Là. Et ça lui a été longtemps reproché à Bürkel. C'est le point que la fin de la guerre, il a été lâché par la SS, c'est que bon, la mort de Bürkel, c'est officiellement une mort de maladie, officieusement on lui aurait demandé de se suicider. Alors là, ça s'est passé donc, en renouvelle l'opération. Hein, les chuppeaux, donc on voit bien, c'est sur les chuppeaux qui viennent de nouveau avec des bus de 35 personnes. Et là, souvent, c'est pas une liste, c'est vraiment le village pratiquement qui est expulsé. Alors les gens, ils attendaient, quoi. Ils avaient souvent les valises qui étaient prêtes, parce qu'on savait que du jour au lendemain, on pouvait être expulsé. Alors, voilà le genre d'avis que les gens recevaient au mois de novembre. Ça, c'est un peu différent de celui que vous avez vu. Alors, ils étaient transplantés, la commission d'évacuation, avec toute la famille. Alors, ça, évidemment, je ne pouvais pas passer sur cette photo qui est extraordinaire. J'ai du coup, elle est extraordinaire cette photo parce qu'on voit bien que les gens, ils avaient quand même déjà préparé leur bagage, ils attendaient sur la place, parce qu'ils savaient que le jour-là, on allait les chercher. Hein. Mais elle est aussi extraordinaire parce que ce bus-là, il existe encore. Alors mon ami Olivier Valence m'a aidé à le retrouver. On a eu le privilège d'aller le voir, de le photographier, d'enlever un peu tout ce qu'il y avait devant parce qu'il y avait plein de choses devant et d'avoir peur parce que le monsieur il avait dit qu'il voulait le nettoyer au Karcher. Mais il existe encore et ça c'est donc une photo récente. Quoi. Alors elle est symbolique. Moi c'est symbolique aussi parce que vous voyez bien, c'est un hasard de l'histoire. Mais là la compagnie elle s'appelait l'Hirondelle. Alors, vous qui avez été des expulsés, vous qui avez porté un insigne qui s'appelait l'insigne du Gênes, avec une hirondelle, il y a une symbolique qui est. Ce que je vous dis, c'est un hasard, parce que ça paraît. Mais l'hirondelle, ça a été quand même le symbole des expulsés. C'est-à-dire cet oiseau qui part et qui revient. Donc, c'est pour ça que cette photo elle est extraordinaire, ce bus il est extraordinaire. J'espère juste que le monsieur, un jour, il ne le ferraillera pas. Et ça, c'est un autre problème, parce que c'est une dimension historique, là, symbolique, très importante. À un moment, on voulait le mettre en détail, on voulait revenir à Jeulecourt, et puis la personne qui est au Jeulecourt me dit, de toute façon, les gens, ils s'en fichent du Jeulecourt. C'est vrai que, bon, la génération passe, c'est plus leur histoire. Donc là aussi, c'est une photo de Jeulecourt qui est intéressante. Parce que vous voyez là que les gens se préparent. Ils sont prêts. Mais là, vous avez des gens en uniforme blanc. Alors, ce sont des Allemands. Qu'on a fait venir, ce sont c'était une formation hybride entre les militaires et puis une formation politique, c'était le RAD, Reich Arbeitsdienst. En fait, ils étaient là parce que, comme il y avait pratiquement plus personne dans le village, il y avait les vaches à traire. Et les vaches, vous savez très bien, moi je ne suis pas un agriculteur, mais qu'il faut les traire tous les jours. Donc en attendant que les colons viennent, il y a eu donc des gens, des personnels du RAD qui sont venus dans les villages pour s'occuper des gens. Philippe ? Oui. Je précise simplement que le porte-drapeau qui était dans l'église, c'était M. Marcel Amand de Jeulecourt. Il était là ce matin. D'ailleurs, un très beau drapeau aussi d'expulsés, je ne sais pas s'il y a encore, mais ils ont fait là-haut. Ils étaient à Émoutier, au Vienne. Donc, là, aussi à la différence de ce qui s'est passé pendant l'été, il y a eu plusieurs gares qui ont servi aux expulsions. Il y a eu Metz évidemment, mais les gens sont partis de Moya, de Thionville et aussi de Dieuze. Donc j'imagine que vous, les gens d'ici, vous avez été plutôt vers Dieuze. Donc Château-Salard et voilà. Donc
les gares ont été utilisées, donc c'était aussi des wagons en troisième classe, sans confort, sans WC, c'est toujours entendu. Alors, bon, le voyage, ça a été exactement le même pendant l'été, hein, mais sauf que là, les gens étaient attendus. Parce que, comme je l'avais dit, le préfet Bouga avait été remis en place. Il y avait une organisation qui a été mise en place. Et on savait où orienter les expulsés. Là, ça a été plus ou moins hein. Je sais bien que vous n'avez pas dit que c'était pas, mais plus ou moins organisé. C'est-à-dire que les trains, on les a orientés vers des destinations, mais plus en fonction des dates. Ça a commencé donc le 11 novembre, ça a fini le 21 novembre. Là, les derniers trains, ils ont été vraiment dans le sud de la France. Mais ils ont été effectivement plus vers le sud-ouest. Alors là, vous avez l'exemple du village de Charly-Montois, dont vous avez fait certainement notre voyage, qui sont retrouvés donc en Corrèze et en Guyane, qui sont passés par le Massif central, mais après il y en a d'autres qui passaient pas comme ça. Mais Lyon n'a été qu'une étape. Là, vous n'êtes pas, vous avez été rapide. Je dis vous parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle. Dans tous les cas, les expulsés de novembre, ils sont pas descendus à Lyon. Ils ont été ravitaillés, ils ont été listés, et c'est pour ça qu'aux archives départementales de la Moselle, vous avez, parce qu'il y avait Bourrat, et parce qu'il y avait son administration, vous avez les listings. À partir de novembre, on sait la composition des trains. On sait exactement qui est. Si on n'en a pas oublié, grossièrement, on sait la composition des trains, on a les noms des gens, leur âge, leur profession, de chaque train. Et une précision, oui. Celui qui était chargé de lister les gens, c'était l'ancien sous-préfet de Château-Sal. Opinion. J'ai noté le nom. Oui. Opino, c'est ça. Oui, parce qu'effectivement, le préfet Bourras s'est appuyé sur le personnel de la préfecture qui était replié. Et donc, des sous-préfets, il y en a eu plusieurs, notamment aussi le sous-préfet de Thionville qui a travaillé avec Bourras. Donc, Lyon, là en novembre, ce n'est qu'une étape et les gens donc, ont été dispersés dans tout le sud de la France. Alors là, c'est la fiche qui annonce la fin des expulsions, la fin théorique des expulsions. Parce qu'il y aura d'autres transferts de population qu'on peut considérer aussi comme des expulsions par la suite. Alors ces expulsions de novembre, c'est en annonce 70 000, il y en avait un peu moins. C'était un peu plus ça doit être de l'ordre de 55 000 Mosellans qui ont été expulsés en novembre. Donc vous rajoutez ceux de l'été, on arrive à plus de 70 000. Voilà l'article est intéressant parce que il y a eu effectivement un message de Pétain qui disait qu'il fallait que les Lorrains étaient des... On ne parlait pas des Mosellans, on disait des Lorrains, les Mosellans, il n'existait pas, on parlait toujours des Lorrains. C'est des vieux soumis de Alsace-Lorraine. Et les Lorrains, c'était des Français de vieille race, une bonne phrase française qu'il fallait donc bien les accueillir. Alors voilà, par exemple, une descente dont les gens ont été, dans les gens de Jolicourt, il n'y a pas que Jolicourt, qui sont descendus donc à Limoges, et puis après ils étaient dispersés dans les villages. Alors souvent, le premier jour, ils étaient relativement attendus, donc il y avait le maire qui les attendait dans la salle communale, ils ont été un peu ravitaillés, des fois il y avait des discours, et puis après ils étaient dispersés là où on pouvait les loger. Là, par exemple, quelqu'un qui, lui, a changé de domicile parce que souvent, ce qui a motivé les déplacements après l'expulsion, c'était souvent le travail. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot dans le sud de la France. Les Lorrains avaient été réputés comme des bosseurs. Ils travaillaient beaucoup, on était dans le sud de la France. Je regarde contre le sud de la France, mais on avait cette situation-là. Et c'est vrai que il fallait vivre. Donc il y a eu des déplacements qui sont faits. Après, il y avait une destination initiale, et après les gens ont
fonction du travail, ou en fonction du regroupement avec des familles aussi, ils se sont déplacés, quoi. Alors ça c'est très symbolique, j'avais trouvé ça dans une revue qui s'appelait Revue 7 jours. Et Cécile de Carme, si je ne me trompe pas. Et c'est très symbolique parce que plus Cécile Lorraine, c'est-à-dire que l'État français a profité de cet apport de population pour... il y avait des villages comme ça qui avaient été abandonnés, quoi. Donc on a réimplanté les populations et dans ce village-là, il n'y avait pas plus de Lorrains, mais autant de Lorrains que de locaux. Et ça n'a pas toujours été très... Voilà, la cohabitation, elle n'était pas extraordinaire. Alors, il y a aussi des Lorrains qui ont été plus loin, qui ont été jusqu'en Afrique du Nord, évidemment, puisque l'Afrique du Nord, ça faisait partie de la France. Et on a aussi profité de cet apport de population pour faire partie des populations, pour notamment des agriculteurs. On a aussi des... Alors, même si Burkel a annoncé la fin des expulsions au mois de novembre 1940, il y a eu encore des transferts de population. Alors, ce n'est pas la même logique. Burkel, c'est une affiche qui a été placardée ici, à la région. C'est un extrait de son discours du 21 septembre 1940 à Metz, qui veut dire c'est une gloire et un honneur d'être allemand. C'est pas moi qui le dis, c'est Burkel. Et en fait, au mois de mars 1941, là ça faisait déjà quelques mois qu'on avait germanisé, on avait estimé qu'on avait fait le ménage, on avait expulsé les gens qui étaient non germanisables. Burkel avait permis aux Mosellans qui ne se reconnaissaient pas allemands d'émigrer en France. Alors, il y en a qui en ont profité, c'est ce qu'on appelle les optants volontaires. Alors, c'est de l'ordre de 6700 à 7000 Mosellans qui ont fait la démarche. Alors, c'est là où c'est différent. Ils ont été s'inscrire en mairie pour partir, mais dans les mêmes conditions que les expulsions. Alors, après coup, on pourrait se dire, mais pourquoi il n'y en a pas eu plus? Parce que finalement, là, ça faisait, effectivement, comme diraient les anciens, c'était pas les mêmes Allemands, quoi. Là, ils avaient une expérience du nazisme depuis quelques mois. Alors, moi, j'ai trouvé une explication dans un témoignage d'un curé, de Meyer à Bouzonville, qui explique que les gens, en fait, ils ont eu peur d'un piège. Ils avaient peur que, sous prétexte de demander, d'autoriser l'émigration vers la France de gens, on avait la possibilité de lister des gens qui étaient opposants au régime. Et donc il n'y en a pas eu tant que... Effectivement, il y en a eu quand même 6700, 7000, c'est pas énorme, mais il y en a quand même qui l'ont fait. Et notamment, il y a des gens qui avaient des adolescents de leur famille. Et qui ont senti que s'ils restaient là, il y avait un risque. Le risque d'être enrôlé dans la Wehrmacht un jour ou un autre. Et donc ils ont profité de cette occasion-là pour effectivement fuir l'Allemagne. Donc c'est là, c'est ce qu'on annonce, ça s'est passé le 17 avril. Donc on donne en fait les directives pour pouvoir émigrer en France, notamment par prendre toujours les conditions matérielles, toujours autant 50 kg de bagages, un peu d'argent, 10 000 francs, il fallait tout laisser, quoi. Donc c'est quand même une démarche aussi volontaire qui n'était pas facile, parce que ça voulait dire qu'on abandonnait tout. C'est pas facile de tout abandonner, surtout que c'était pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, je veux dire, les familles de 1940, elles étaient souvent, elles vivaient dans leur village, en microcosme, elles n'avaient pas de télé, elles ne savaient pas ce qui se passait dans le reste du monde, on vivait entre soi, quoi. Donc là, il y a quand même des gens qui ont eu le courage, on va dire, de demander à partir, tout abandonner, parce qu'ils voulaient fuir le nazisme. Donc ça a été de la même façon, on les a réunis, là, ça arrivé là, dans des bus, on les a produits à la gare, et c'est évidemment dans le Saulnois, il n'y en a pas tant que ça, parce que les gens, ils n'étaient plus là.
ne pouvaient pas opter puisqu'ils n'étaient pas là. Hein. Mais ça a surtout concerné effectivement Metz et la région, les vallées usinières, parce que les Allemands n'avaient pas trop expulsé. Donc il y a des gens qui ils avaient l'opportunité pour fuir l'Allemagne. Il y a eu encore une autre expulsion, mais qui est vraiment spécifique. C'est le 28 juillet 1941. Il y a eu, alors là, il y a plusieurs, il y a une centaine, on va dire, de prêtres qui ont été expulsés, qui ont été réunis à différents endroits, donc il y en a ici dans le secteur, sur le secteur de Thionville et à Metz. Et les trois endroits, ils ont été dirigés vers les Vosges, vers Épinal, vers Nancy et vers Verdun. Ceux de Verdun sont venus en fait à Nancy. Il y en a une centaine comme ça. Alors ces prêtres-là aussi, c'est des prêtres souvent qui avaient continué à prêcher en français, qui avaient continué à manifester leurs sentiments français, qui avaient montré de l'hostilité au régime allemand. Donc ça n'a pas été fait par hasard. Hein. D'ailleurs, même moi j'ai trouvé un texte de Monseigneur Heinz qui leur a reproché d'avoir eu ce comportement, parce qu'en ayant fait ça, ça a été un prétexte pour les expulser et du coup d'abandonner leurs ouailles, quoi, hein, et de laisser la Moselle à ces nazis. Alors ils sont restés, la plupart sont restés dans ces Moselle et dans les Vosges. Alors il y en a quelques-uns qui ont fait notamment qui ont fait du passage de prisonniers. Alors, les expulsions, on croit toujours que c'est que novembre, hein, donc je vous ai dit, il y en a déjà eu en mai 1941 les auteurs volontaires, il y a eu des curés, donc ça c'est spécial, mais en fait, à partir du mois de novembre jusqu'en janvier 1943, il y a eu des reconduites individuelles à la frontière. Il y a eu quelques opérations, notamment à Dieuze, où là il y en a eu pas mal, quand on a fait venir des ouvriers allemands à Salines. Donc on n'avait plus besoin de nos Mosellans, hop, on les a mis à la porte en 1941. Et il y a eu des expulsions, les dernières expulsions, elles datent de janvier 1943. Je parle bien des expulsions, pas de ce qu'il y a là. Hein. Des expulsions, il y a eu encore, au mois de janvier 1943, le 5 janvier, il y a encore eu 1 millier d'expulsés. Des gens qu'on a chassés de Moselle et qui ont pu partir vers la France. Donc en tout, ça fait de l'ordre d'environ 100 000 expulsés, ce qui fait 1/6 de la population. Plus vous rajoutez les gens qui n'ont pas pu revenir d'évacuation, il y a eu à peu près 70 000, plus, qui n'en ont pas voulu, plus ceux qui ont été refoulés à Saint-Dizier en 1940, il y a eu à peu près 23 000, plus ceux qui ont fui volontairement l'Allemagne. Ça fait qu'il y a à peu près 1/3 de la population mosellane qui n'a pas fait sa guerre en Moselle. Ce qui va poser un énorme problème en 1945. En janvier 1943, il va y avoir un autre transfert de population, mais pas vers la France. En mois d'août 1942, en fait, Burkel estime qu'il a fait ce travail, que les Mosellans maintenant ils ont été germanisés, ce sont de bons Allemands, donc en plus les Allemands ils se font étrier en Russie, on avait des soldats, et que dans l'armée régulière, on ne peut faire une conscription que de nationaux. Donc en août 1942, il donne la nationalité allemande aux Mosellans de souche. Et en même temps, il dit aux Mosellans qui ne se reconnaissent pas allemands, il donne la possibilité d'émigrer, encore une fois, vers la France. Et là, il y a